C'est bon? Tout le monde est OK? Les oiseaux font trop de bruit, je viens de, je viens de lire. Et on arrive. Ouais. Attends, je peux faire comme ça. Ok, bon, je pense que ça va. Salut Florence. Salut tout le monde. Bon, c'est mon premier live dans mon jardin comme ça, donc j'espère que ça va bien se passer. J'en doute pas parce que de toute façon, je vais juste vous parler de moi et et de ma vie, donc ça me paraît pas trop compliqué. Derrière moi, il y a Gaël que vous voyez pas et qui essaye de gérer tout, et je pense qu'il va y arriver parce que c'est un peu son métier. Donc voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir chez nous. Je vous sors un peu de votre confinement pour les personnes qui sont enfermées dans leurs appartements ou dans leur maison en ville. J'espère que ça se passe bien pour vous. J'ai chaque jour une pensée particulière pour toutes ces personnes-là parce que nous, on a cette chance d'être en pleine campagne et on est très heureux de ça, évidemment. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je raccroche. Voilà. Désolée pour cette personne. Donc du coup, voilà, tout ça pour vous dire que on continue l'activité ici. Ça ne s'arrête pas. Je travaille en espérant que je puisse vendre mes petites plantes à la fin de tout ça. Ou alors, en tout cas, de toute façon, je pourrais vendre bientôt par correspondance quelques-uns de mes produits. Voilà, donc je vais vous présenter pour commencer un petit peu mon activité. Je vais vous présenter, je vais vous parler un petit peu de comment je me suis installée, comment j'en suis arrivée là, etc. Parce que j'ai souvent en fait des questions, hein, c'est pour ça que je fais ce live. Je reçois beaucoup de messages de votre part et j'avais l'intention voilà, de répondre aux nombreuses questions que j'ai à travers ce live pour éviter de répondre à tous les mails. Et puis aussi parce que je trouvais ça plus sympa en ce moment, comme encore une fois tout le monde est enfermé, c'est cool de pouvoir partager un petit moment ensemble. Voilà. Alors, vous allez peut-être entendre les canards, les oiseaux, les chats, les chiens. C'est les joies de la campagne. En tout cas, vous entendrez pas d'avion parce qu'on en a plus en ce moment et ça, c'est un vrai bonheur. Donc, du coup, petite présentation. Alors déjà, moi, je suis installée en tant que productrice de plantes aromatiques et de fleurs comestibles depuis maintenant bientôt 4 ans. Voilà. Alors, je me suis installée pas sur un coup de tête, hein. J'ai effectivement changé d'activité parce qu'avant, j'étais plus dans le milieu de la communication et du spectacle vivant, de l'événementiel et du tourisme. Et c'est des métiers qui me plaisaient beaucoup aussi, mais j'avais envie d'avoir une activité et passion, et aussi une activité qui était vraiment en lien avec la cuisine et avec la nature. Donc du coup, en faisant ce métier, je me rapproche des deux et j'en suis ravie. Ça a débuté en fait par l'installation de mon mari et moi-même sur les terres familiales. Donc du coup, on s'est rapproché de là où j'ai grandi, au Nouer, à Sennevières en Touraine. On est revenu vivre là où j'ai grandi. Et la question était du coup de développer une activité là où on s'est installé, comme je disais à l'instant, en lien avec la nature et avec l'agriculture. Je savais pas trop où j'allais à la base. Petite parenthèse, vous allez sûrement me poser des questions, mais je vais y répondre après. Là, je présente les choses, je vous ai pas dit. Donc, je répondrai à tout ça après. Je me suis installée, mais d'abord j'ai hésité un petit peu. Je savais ce que je voulais faire, je voulais être dans l'agriculture, je voulais travailler avec la nature, avoir un rapport avec la cuisine, avec les gens aussi, parce que j'ai beaucoup besoin de relations humaines. Donc du coup, j'avais envie de ce lien aussi. Donc pour commencer, comme j'étais un peu perdue, je me suis tournée vers l'ADR. Alors les ADR, il y en a dans chaque département. Donc les personnes qui veulent s'installer en agriculture paysanne, vraiment je leur conseille fortement de se tourner vers les ADR parce qu'ils sont toujours de très bons conseils et surtout ils organisent beaucoup de formations qui malheureusement sont plus soutenus par Vivea aujourd'hui, mais qui peuvent être soutenus par, en tout cas, Pôle Emploi ou encore les communes, communautés de communes. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner. Donc, moi, j'ai été vers l'ADR 37. L'ADR m'a permis, en fait, de faire une formation qui s'appelle de l'idée au projet. Donc, on arrive avec plein d'idées. Moi, j'en avais vraiment beaucoup. Et après, on s'oriente vraiment à dessiner un projet beaucoup plus précis.
Donc ça, c'est la première formation que j'ai faite, qui m'a conduite ensuite à ma seconde formation, que j'ai faite à Chauvigny. Donc Chauvigny, c'est dans le 86, dans la Vienne. Et cette formation, c'était une formation à la MFR de Chauvigny, conduite par Jean-Pierre Scherer, un super formateur. Je ne sais pas s'il m'écoute ou s'il m'écoutera, mais encore merci à lui parce que c'est grâce à lui que j'ai été autant passionnée par cette formation, je pense. Et donc la formation, c'était sur 4 semaines. Donc moi, elle a été prise en charge par Pôle emploi. C'était une reconversion professionnelle, donc voilà. Et c'est une formation qui était vraiment spécialisée sur la production des plantes aromatiques et des fleurs comestibles, enfin plantes aromatiques et médicinales. Donc on fait un peu de botanique. Par contre, j'ai pas fait une formation d'herboristerie. J'ai vraiment fait une formation de conduite de culture en plantes aromatiques et médicinales. C'est très important parce que c'est vrai que moi, la botanique, même si on l'a survolée avec Jean-Pierre Scherer, qui est un vrai passionné, je l'ai surtout appris dans les livres et je l'ai surtout appris au jour le jour, en désherbant, en me promenant dans la nature, voilà. Donc moi, je suis assez spécialisée sur les plantes que je cultive et quelques plantes sauvages de cueillette, mais je ne connais pas complètement encore les plantes sauvages qui sont vraiment très vastes. Donc du coup, voilà, comme ça fait que 3 ans que je suis installée, je ne connais pas encore tout. Et à mon avis, il ne me suffira pas d'une vie pour connaître toutes les plantes. Mais j'ai une grande passion pour elles et surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les plantes qui sont intéressantes en cuisine. Donc, je m'intéresse aux plantes qui ont du goût et c'est vraiment ça que je mets le plus en avant. Donc, je me suis pas trop tournée vers le côté médicinal et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait une formation vraiment spécialisée en herboristerie. Voilà, sachant, ça c'est une brève parenthèse, il faut bien se rappeler qu'en France, le diplôme d'herboristerie n'est toujours pas reconnu, donc c'est un métier qui est compliqué de toute façon à faire aujourd'hui puisque le diplôme n'est pas reconnu. Donc voilà, je me suis installée. Alors en faisant la formation à la MFR, j'étais déjà en train en fait d'installer mes premières plantes. Donc c'était génial parce qu'en fait je revenais de formation et j'étais directement, en plus c'était au mois de juin, j'étais directement dans mon terrain et je continuais à planter, à semer, etc. Et j'étais en fait en formation directe aussi sur mon terrain. Donc ça c'est une grande chance d'avoir une terre familiale. Je le répéterai peut-être plusieurs fois dans ce live parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en agriculture, en fait, le plus dur quand on veut s'installer en petite surface, c'est de trouver une terre agricole. Et moi, j'ai cette chance. Voilà, je peux, j'ai pu m'installer tout de suite en fait. Et ça, c'est vraiment génial. Je fais une petite pause pour regarder parce que j'imagine que j'en reçois plein de vibrations là, donc je pense que vous avez posé quelques questions. Je ne sais pas. Je regarde. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de venir. Les questions, je reverrai tout à l'heure. Donc, voilà. Alors oui, il y a une question qui revient assez souvent, c'est est-ce que c'est indispensable de se former? J'ai beaucoup hésité parce que comme tout le monde, en plus moi j'avais le terrain, quand on a envie de se lancer dans un projet, on a envie d'y aller à fond, de pas prendre le temps forcément justement de lire, de tout ça, et puis voilà, on se dit on a envie de tester en direct, on a envie de le faire. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je me suis formée en parallèle quand même, et ça c'est l'ADR qui m'avait vraiment mis un son de cloche là-dessus, qui m'avait dit forme-toi quand même parce que tu apprendras toujours des autres, parce que de toute façon, on ne sait jamais tout quand on démarre et que c'est toujours mieux d'aller voir au moins quelques autres producteurs travailler. Alors moi, je peux conseiller le woofing si on ne veut pas faire de formation tout de suite, au moins essayer de faire quelques semaines de woofing. Moi, j'accueille beaucoup de woofers ici et je sais qu'ils en sortent toujours conquis et ça les a toujours aidés, même sur une semaine. Voilà. Donc d'ailleurs malheureusement en ce moment j'ai pas de woofer à cause de ce qui se passe mais voilà j'ai encore à cœur d'accueillir des gens cette année et j'espère que ça pourra se produire en tout cas au moins cet été. Voilà, donc on s'est installé, j'ai planté mes petites plantes. J'ai donc commencé par les vivaces parce que les vivaces, il fallait qu'elles grossissent le plus vite possible. Donc j'ai planté tout ce qui est méditerranéenne, qui sont derrière moi. D'ailleurs, on les voit de loin là-bas. Donc lavande, thym, romarin, sauge. Voilà. En fait, dans mon jardin, j'ai une quarantaine de variétés de plantes aromatiques. J'ai aussi beaucoup de menthe, beaucoup de basilic différents. Et je suis sur des fleurs annuelles que je ressème tous les ans. Donc là, je viens de semer par exemple les bleuets, les mauves mauritaniennes.
Et après, je fais aussi de la cueillette sauvage, comme je le disais tout à l'heure. Donc, que je vais chercher dans des zones que je connais protégées, qui sont, enfin, j'essaye d'éviter le plus possible les endroits qui pourraient avoir reçu des traitements chimiques, etc. Voilà. Donc après, pour pas me perdre, je vais relire ma liste de questions. J'ai parlé des formations. Qu'est-ce qui, voilà. Alors, voilà, il y a aussi quelque chose qui est important de dire, c'est que j'ai eu la chance, il y a 2 ans, d'avoir été aidée financièrement par un crowdfunding, donc un financement participatif pour construire avec un ami, donc Étienne Bédon, je ne sais pas s'il m'écoute, en autoconstruction, un séchoir. Donc, qu'est-ce que c'est un séchoir? Pour moi, ici, c'est une pièce qui fait 15 mètres carrés, qui est toute en bois, en ossature bois, qui a été complètement isolée en bois, donc qui permet d'avoir une pièce très sèche, complètement noire, pour éviter donc d'altérer la qualité des plantes au niveau de la couleur et au niveau de la qualité gustative. Donc, qui est une pièce toujours en dessous de 60% d'humidité, à peu près à température constante entre 20 et 25 degrés. Et j'ai des grandes clés de séchage où je mets mes plantes qui sèchent au fur et à mesure. À l'intérieur aussi de cette pièce, il y a un déshumificateur. Donc ce séchoir, merci encore aux contributeurs, c'est l'outil principal de mon travail. Ça me permet d'avoir des plantes de très grande qualité et donc ensuite de transformer ces plantes en infusion et en produits pour la cuisine, donc type condiments, herbes de Provence, etc. Donc moi je suis après en constante création avec des nouvelles plantes que j'installe. Voilà, c'est jamais les mêmes plantes. Enfin, je veux dire, il y a toujours du renouveau. Pardon. Je vais boire un petit peu. Bon, j'ai un très bon débit, visiblement, mais j'espère que je dis pas tout le temps la même chose. Je vais peut-être regarder un petit peu les questions. Donc, ouais, alors ça, c'est des questions où je voulais répondre. Donc, je vais reprendre un peu les questions, comme ça au moins. Alors, quel est mon statut? Donc, mon statut, moi, je suis en micro-entreprise, en fait, en micro-entreprise agricole. Je suis cotisante solidaire pour l'instant, elle, à MSA. Je suis pas encore exploitante parce que pour l'instant, c'est trop cher pour moi, parce que quand on veut être exploitant, en fait, en tout cas, pour moi, ça serait 3 000 € l'année. Donc moi, je cotise en tant que cotisante solidaire, je paye 350 € l'année. Bon, après, ça change en suivant les départements, tout ça. Je suis donc installée de cette façon parce que en fait, c'est bien quand même d'être à la MSA, mais c'est vrai qu'en tant que cotisante solidaire, j'ai pas le droit à grand chose. Enfin, je suis pas beaucoup couverte, etc. Alors ça, on va arriver sur le revenu, parce que c'est quelque chose qu'on se pose beaucoup comme question quand on s'installe, et je le comprends complètement, parce que c'est bien sûr la question que je me suis posée au début. Je me verse un salaire depuis le mois de juin. Avec des dents de scie, il y a quand même eu là ces derniers mois où ça a été un peu compliqué de me payer, mais je me verse un salaire de 500 € par mois depuis le mois de juin. Sachant qu'avant, moi, je me suis installée avec 2 ans de chômage. Donc ça m'a quand même aidé. Si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu en fait m'installer de la même façon, je pense. Et puis en parallèle, et ça, on vous le demande souvent à la chambre d'agriculture quand on commence à s'installer, est-ce que votre mari travaille? Est-ce que vous avez quelqu'un qui peut vous aider? Parce qu'on le sait, hein, les agriculteurs gagnent pas leur vie facilement, en tout cas au début. Donc du coup, oui, mon mari travaille, il est en CDI, il a un revenu qui permet de couvrir nos besoins pour le moment. Et moi, en fait, c'est vrai que je me verse un salaire en dents de scie. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai des investissements à faire. Notamment en packaging, voilà, pour tout ce qui est étiquetage, etc. Là, par exemple, va venir le temps d'achat de plants, parce que je travaille avec un pépiniériste. D'ailleurs, je le salue et j'espère qu'il va bien, parce que les pépiniéristes souffrent beaucoup, beaucoup de cette crise en ce moment. Et si vous avez des jardiniers, pépiniéristes à côté de chez vous et que vous pouvez acheter vos plants chez eux, s'il vous plaît, soutenez-le, soutenez-les. Donc je salue Philippe le père, à qui je commande donc maintenant chaque année mes plants de basilic, etc. Et donc voilà, ça c'est des investissements. J'ai besoin de sortir de l'argent à ce moment-là. J'ai parlé du séchoir, j'ai parlé... Alors, qu'est-ce qui revient comme autre question? Donc les revenus, j'en ai parlé. Alors ça va être enregistré tout ce qu'on se dit, donc vous pourrez réentendre. Est-ce que je suis néophyte? Ah oui, alors, moi, en fait, c'est vrai que j'ai fait cette formation, ça m'a quand même appris beaucoup de choses.
Mais j'ai quand même la chance, à la base de la base, d'être née là où je suis en train de vous parler. J'ai grandi à la campagne. Je suis née dans une famille où on faisait du spectacle, mais aussi où j'ai une maman qui a créé de toutes pièces un jardin assez magnifique. D'ailleurs, petite publicité, ça va passer dans un magazine, mais je me rappelle plus lequel. Je crois que c'est Mon Jardin qui sort demain en kiosque et le jardin de maman va être photographié dedans grâce à Green for Two. Merci Omar, merci Virginie au passage. Et donc oui, donc du coup, ma maman qui est jardinière, bien sûr, m'a donné cette passion du jardin. Ma grand-mère, qui était aussi, enfin qui est toujours jardinière, qui d'ailleurs doit être en train de désherber à l'heure actuelle, et cuisinière aussi. Donc la cuisine, le jardin, c'est quand même ma famille à la base. J'ai grandi là-dedans. Et puis aussi, bah moi, je sais pas, depuis que je suis gamine, en fait, je mange des fleurs, je m'intéresse à tout ça, quoi. Donc c'était quand même une passion. Et c'est vrai que je suis pas là-dedans non plus. Je suis pas partie de zéro, quoi. J'ai quand même eu toujours une sensibilité. J'ai toujours eu un potager. J'ai toujours su travailler un peu la terre. Voilà. Donc après, la formation n'a fait que renforcer ces savoirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, combien de variétés? Je l'ai dit tout à l'heure, je cultive une quarantaine de variétés, voire une cinquantaine. Donc en plein champ. J'ai aussi une serre pour tout ce qui est plants, tout ce qui est plantes un peu fragiles. Je fais des piments, je fais aussi du shiso, qui est une plante japonaise, enfin, c'est une sorte de persil basilic japonais. Voilà. Donc j'ai répondu à pas mal de questions. Quelle est la meilleure période pour venir faire du woofing? Eh bien en fait la meilleure période, il n'y en a pas vraiment. Moi, ma saison, donc ça c'est une chose que je voulais vous raconter, donc un peu l'organisation de mon travail. Ma saison, en fait, elle dure à peu près de, on va dire mars, vraiment la pleine saison quoi, commence de mars et se termine à peu près en octobre. Donc en fait, à partir de ces mois-là, c'est hyper intéressant. Mars, je prépare mes terres, je fais mes premiers semis. Avril, on continue ce travail-là. Les premières cueillettes arrivent mi-mars avec l'ail des ours. C'est ça qui démarre ma saison. Donc là, c'est de la cueillette sauvage. Et puis après, voilà, pleine saison, vraiment, le gros boom, c'est le mois de juin, mai, juin, où vraiment là, il y a beaucoup de cueillettes et en même temps de l'entretien des cultures, etc. Et puis après, bah, jusqu'en octobre, quoi, il va y avoir des cueillettes. En septembre, il va y avoir le houblon, par exemple, le houblon sauvage. Voilà. Donc c'est vrai que je suis sur une dizaine de plantes dans la nature et une 40, cinquantaine variétés de plantes au jardin. Voilà. Qu'est-ce qui peut être intéressant de vous raconter d'autre alors? Quel instrument, appareil? Ah oui, alors ça c'est vrai que c'est intéressant. Je suis pas du tout mécanisée. Moi je suis complètement à la main. Grelinette, mon outil préféré, ou maraîchère. J'ai aussi ce que j'utilise vraiment beaucoup, c'est la fourche bêche. J'utilise aussi la griffe énormément, le râteau. Voilà, c'est que des outils manuels. Mes petites mains pour enlever les caillasses et les herbes. Voilà, j'ai pas de semoir. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Parce que c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des beaux semis bien droits, bien réguliers. Pour l'instant, je fais à la main. Bon, ça fonctionne aussi, hein. Après, la qualité quand même, enfin la chance que j'ai aussi avec ce métier, je trouve, c'est que je suis pas sur du maraîchage, c'est-à-dire que je cultive des plantes sauvages, donc qui sont quand même assez rustiques, qui sont beaucoup moins sensibles aux maladies, etc. que tout ce qui est légumes ou même ornementales, certaines ornementales qui seraient pas vraiment d'ici. Et moi, je me suis adaptée à ma terre. J'ai bien analysé mes sols avant. Je sais que il y a un versant de mon terrain qui est plutôt plein d'humus parce qu'il y avait des ronces, de la forêt avant qu'on a débroussaillé. Donc du coup, à cet endroit-là, je vais plus faire du semis. Et après, j'ai installé mes méditerranéennes plutôt sur le versant sud et puis surtout sur le bas du terrain qui est plus caillouteux, plus sec. Voilà. Donc après, on s'adapte. C'est important aussi de bien analyser son terrain. Alors comment on peut analyser son terrain? Bon, moi j'ai encore une fois la chance de le connaître depuis toute petite, donc j'ai un peu vu comment il était fait. Mais il faut pas oublier aussi les plantes bio-indicatrices, donc qui vont vous indiquer en fait comment est fait votre sol, suivant ce qui plante. Moi ici j'avais plein de rumex, j'avais qu'est-ce que j'ai beaucoup, j'ai du chardon. Bon voilà, ça c'est des terres
qui ont besoin d'être un petit peu, qui sont un peu plaqués, quoi, qui sont un peu durs, qui sont un peu acides. Donc voilà, il fallait travailler tout ça. Au fur et à mesure, on apporte du compost, des amendements, on essaye de... Voilà, mais bon, encore une fois, je suis sur des plantes pas très fragiles et qui ne demandent pas beaucoup de nourriture, on va dire. Donc du coup, ça. Puis j'essaye après pour certaines cultures. Par exemple, là, j'ai installé des rosiers de Damas, donc je fais un petit peu des lasagnes, des choses comme ça. Euh, Moi, je parle pas trop de permaculture parce que pour moi, c'est pas un terme technique au jardin, mais c'est vrai que je suis quand même dans cette philosophie générale. On vit dans notre champ, on est voilà dans notre mode de vie, on est en relation permanente avec la nature. On essaie de faire le moins de déchets possible. On se sert de nos déchets. On a des toilettes sèches, etc. On est en autonomie alimentaire le plus possible, petit élevage, maraîchage. Voilà, ça c'est pour parler un petit peu de notre mode de vie. Donc il y a aussi ça qui compte dans les revenus. Ça c'est ce que je dis souvent, c'est que effectivement petit revenu. Bon, moi j'aimerais bien quand même avoir un petit peu plus de revenus parce que je travaille beaucoup et je trouverais ça normal, comme tout le monde, d'avoir au moins un SMIC. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'on prend aussi beaucoup de temps pour faire du potager et tout ça, et c'est un complément de revenu, quoi, d'avoir nos légumes, d'avoir notre viande, voilà. Donc c'est plutôt mon mari qui s'occupe du petit élevage, mais moi je suis sur les légumes. Comment ça se passe en hiver? Alors en hiver, effectivement il y a moins de travail, mais il y a quand même toute la préparation des plantes sèches, parce que jusqu'à maintenant j'essayais de faire un petit peu les deux, cultiver, cueillir, sécher et transformer sur tout l'été, etc. Mais c'est vrai que si je veux un petit peu envoyer plus, parce que j'ai quand même beaucoup de demandes et c'est un peu dommage de ne pas répondre à cette demande, je vais peut-être cesser un peu la transformation en été, donc plus la faire à partir de l'automne. Et voilà, en fait, en hiver, dans ce métier, on a beaucoup de travail parce qu'on fait de la transfo et on fait de la vente. Moi, je vais faire les marchés de Noël, je fais quelques salons, des choses comme ça. Donc, en fait, on a une saison qui est un peu plus calme au niveau physique, mais voilà, on est moins dehors, etc. Mais quand même, on fait toujours des choses. Enfin, moi, je m'ennuie jamais, à part au mois de janvier où il y a peut-être un peu un flop, mais on est déjà dans la préparation de l'année, c'est-à-dire qu'on commande les graines, on réfléchit un petit peu au design de notre jardin, toutes ces choses-là. Et puis, en plus, moi, je communique toujours, donc il y a aussi tout ce temps-là. Et puis aussi, j'ai créé un partenariat il y a peu de temps, enfin il y a un an maintenant, je crois, avec la Grange de Savoir-Faire. Je les salue au passage. Je sais pas s'ils sont là, mais je doute pas qu'ils verront un petit peu ce live. Donc je fais des ateliers cuisine. Donc ça c'est toute l'année. Donc par exemple voilà, il y a des choses comme ça que je fais en plus. Atelier cuisine donc à la Grange de Savoir-Faire où en fait là je fais des ateliers autour de la préparation avec des plantes aromatiques, des fleurs comestibles. On inclut vraiment la plante aromatique à fond. D'ailleurs, je vais faire un petit live le week-end prochain avec eux où je vous prépare des super recettes. Enfin, j'espère qu'elles vont vous plaire. Voilà. Donc, pour répondre à ces questions-là, qu'est-ce que je fais en hiver? Il y a quoi d'autre ensuite? Comment tu organises tes journées? Donc, ouais, alors mes journées, bah en fait, quand je suis toute seule, elles s'organisent un peu comme je peux, comme je veux, effectivement. Je me donne quand même des tâches à faire. En fait, je me fais des semaines. Je me dessine des semaines et je me dis voilà, là tu vas faire tes semis, là tu vas préparer ton sol, là tu vas faire telle et telle cueillette. Je me suis fait un tableau ici pour telle période de cueillette et tout pour bien suivre les trucs. Et aussi, je fais ce tableau pour compter le nombre de plants que j'installe et tout ça parce qu'en fait, il faut voir combien de plantes ont donné tant de sacs à la fin, quoi. C'est important de toujours avoir être méthodique dans son travail. Je l'ai pas fait trop au début et je le regrette parce que du coup, ça me donne pas trop d'idées de combien, enfin où je vais au niveau des plantes que je dois planter pour avoir tant de certaines quantités de secs. Euh, voilà. Au niveau des cultures et tout ça, des installations, enfin, de mon organisation culturelle, en fait, ce qui se passe, c'est que je me base sur les produits finis. Donc, je sais que je veux tant de kilos de telle infusion, par exemple. Et c'est comme ça que je fais. Voilà. Pour refaire du woofing à la maison, c'est ça la question, je crois. C'était comment je choisis les woofers. Bah, en fait, franchement, c'est au feeling. Et puis, c'est aussi beaucoup maintenant, quand même, comme je prends moi une semaine les personnes.
j'essaye d'avoir un petit peu d'expérience, quoi. C'est vrai que les débutants, j'ai accueilli des débutants et ça se passe bien, hein, mais on a besoin d'être quand même un peu efficace et du coup maintenant j'essaye d'accueillir des gens ou qui veulent vraiment faire ce métier et qui du coup ont déjà une appétence à quelque chose, quoi, qui va faire qu'on va être tout de suite dedans. Ou alors des gens qui ont déjà fait du woofing ou déjà au moins un petit peu de jardin, qui voilà, qui se partent pas de 0-0. Mais sinon, voilà, j'ai pas de critères particuliers. Moi, je fais maintenant un questionnaire en fait, hein, que j'envoie aux woofers, comme ça au moins c'est réglé. On a des questions et puis voilà, moi après, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes, donc je peux pas non plus accueillir la terre entière malheureusement. On a une caravane seulement, donc voilà. Et puis c'est important aussi d'avoir une seule personne, je trouve, pour pouvoir être bien concentré sur cette personne et vraiment l'aider à fond et que ça soit efficace aussi pour la personne qui vient, quoi. Voilà. Alors, j'ai des nouvelles questions. Pour arroser, tu utilises l'eau de la ville ou l'eau de pluie? Alors ça, c'est une question qui nous tracasse. Parce que en fait, pour l'instant, on n'est pas du tout bien équipé pour l'eau de pluie. Donc j'ai deux récupérateurs, j'ai 2000 mètres cubes, hein, c'est ça, je crois. 2000 mètres cubes de, de 2000 litres. Je suis assez nulle pour ces trucs-là. 2000 litres d'eau, en fait, d'eau de pluie récupérable. Mais après, c'est l'eau de ville parce qu'en fait, on n'a pas encore installé tout ce qu'il faut pour récupérer cette eau de pluie et tout ça dans les tuyaux et voilà. Mais ça, c'est des choses qui vont se faire. Après, c'est des installations. Et puis, par contre, pour tout ce qui est serre, et c'est là où en fait, ça me demande le plus d'arrosage parce que finalement, j'arrose pas beaucoup. C'est donc la serre. J'utilise un puits. Un puits qui, là, du coup, est d'une bonne réserve naturelle d'eau et je pompe cette eau. J'ai dans ma serre une petite réserve que je remplis. Du coup, toujours température ambiante. Et en fait, ça fait aussi une espèce d'inertie dans la serre. J'y suis allée tout à l'heure, c'est tropical, quoi. Donc, c'est assez génial d'avoir l'eau dans la serre. Voilà comment je fais pour l'eau. Mais c'est vrai qu'on n'est pas au top de l'installation. Et ça, électricité, eau, etc., c'est des choses sur lesquelles on aimerait être autonome un jour. Voilà, on se prépare à tout ça, hein, parce que notre but, c'était vraiment voilà, d'être autonome sur beaucoup de choses pour pouvoir ne pas dépendre d'un monde qui, visiblement, comme on l'avait prédit, va partir un peu en sucette. Donc, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a comme animaux? Alors, attendez, je reprends. Comment fais-tu tes étiquettes? Alors tiens, ça c'est une bonne question et d'ailleurs je donne le tuyau souvent aux gens parce que c'est une bonne chose qu'on m'a donné, Gaëlle m'a donné ce tuyau. C'est d'utiliser Canva. Alors Canva, c'est un. Alors les graphistes là vont me haïr tout de suite, hein, mais on peut pas tous se payer des graphistes, même si j'ai des copains graphistes que je salue. Et d'ailleurs passez par eux si vous pouvez, parce que c'est beaucoup mieux. Mais en tout cas, si vous avez le temps et si vous vous sentez capable, Canva, ça permet de faire des choses pas trop mal assez rapidement. Vous avez des modèles pour faire des étiquettes et tout ça. Voilà, canva.com, je crois. canva.com. Voilà pour les étiquettes. Et après, j'essaye par contre de faire travailler mon imprimerie locale et je travaille avec la Renaissance Lochoise qui me fait des super étiquettes. Je salue Laurence qui doit être confinée et qui répond toujours à mes demandes très rapidement. Merci Laurence. Voilà. Ensuite, quelles étaient les autres questions? Est-ce qu'il faut laver les herbes avant de les sécher? Et bien sûr que non, on ne peut pas faire ça. Non, c'est pas bien du tout. Donc en fait, moi, ce que je fais pour éviter de les laver, c'est que déjà, je paille mes cultures le plus possible. Ça évite, en fait, que quand il pleut, il y ait de la boue qui saute sur sur les plantes. Ensuite, je cultive quand même, enfin, je cueille mes plantes quand même dans des moments où il fait très sec et tout ça. Donc normalement, elles sont pas sales. Et puis après au séchage, voilà, la poussière va s'en aller. Moi, je tourne, je remue mes plantes assez régulièrement. Normalement, il n'y a pas, si on fait ça proprement, il n'y a pas de raison de devoir laver les plantes avant. Là, par contre, j'ai le cas en ce moment, je ramasse de l'ail des ours en forêt. Alors, je ne ramasse jamais l'ail des ours ou d'autres plantes sauvages. S'il y a des défécations animales, je ramasse pas, hein. Mais là, en ce moment, l'ail des ours où je le ramasse, il y a un petit peu de terre parce qu'il a plu en fait au moment où il devait sortir. Et du coup, je dois le bassiner. Donc là, je le mets dans un grand bac, je le lave, je le fais sécher à l'extérieur et après, je le rentre au séchoir pour pas que vous ayez des résidus de terre dans vos assiettes. Mais voilà, mais c'est la seule plante où je fais ça parce que normalement j'ai pas besoin de laver et surtout pas les fleurs parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt. Voilà. Donc elles sont propres naturellement et d'ailleurs je lave rarement les plantes et les légumes qu'on mange parce qu'en général, si on a bien fait à la base, il n'y a pas de raison. Euh,
Alors, quelles étaient les autres questions? J'ai répondu à ça. As-tu choisi un label? Ah oui, ça c'est la question qui revient toujours, le label. J'ai pas de label parce que en fait, bon, le label Écossaire ne me parle pas. Moi, je mange bio le plus possible et je suis très attentive à ça pour certains produits, notamment les maraîchers. Je vais toujours me tourner vers le maraîchage bio, etc. La farine, en fait, nous on consomme que des aliments de base. On n'achète rien en supermarché. Enfin, donc forcément, je connais les producteurs qui font les produits que j'achète en général. Donc voilà, c'est comme ça que je conçois la consommation. Et du coup, moi, personnellement, je sais que les gens qui achètent mes plantes me connaissent aussi. Je fais de la vente directe, donc je communique sur comment je travaille. Et je ne vois pas d'intérêt d'utiliser des phytos puisque je suis sur de la plante plutôt sauvage, donc c'est aussi ce que je mets en avant. Donc j'ai pas pris le label bio qui en plus a un coût, donc dans les premières années c'est pas forcément évident, bon même si on peut être aidé. Après je rejoins notamment Bénédicte qui est une productrice locale qui elle a choisi de le prendre, qui dit que oui si on rentre pas dans le label on pourra pas non plus changer le label. Et elle a raison, je pense qu'elle a raison. Si on peut le rejoindre, on le rejoint et on essaye de changer les choses en dedans. Mais moi, ce qui me dérange quand même, c'est que ce label Écossaire, il est donné à la fois à des producteurs comme moi et en même temps, il peut être donné aux gros producteurs de tomates soi-disant bio en Espagne. Donc voilà, encore une fois, c'est une histoire d'Europe et etc. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît pas. Après, je voulais me tourner vers Nature et Progrès. Là, je trouve que c'est plus intéressant. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas fait ces démarches-là. Peut-être que je les ferai un jour. En tout cas, moi, je trouve que le label, le premier label, c'est de parler aux gens et d'expliquer comment on travaille. Est-ce que... Alors, j'en étais où là? Oh là là, mais il y a beaucoup de questions. As-tu choisi un label? J'ai répondu. Qu'est-ce que vous avez comme animaux? Euh, alors c'est très bien aussi la question, est-ce que vous les utilisez comme auxiliaires au jardin? Bonne question. Donc cette année, on a acheté des coureurs indiens, qui sont les super auxiliaires pour la culture, parce qu'ils mangent les limaces, ils mangent les vers de terre, faut pas les manger, qu'est-ce que je dis? Les limaces, les escargots, enfin tout ce qui bouffe en fait les plantes, les petits semis et tout ça. Donc vraiment les coureurs indiens, c'est des canards qui sont super élégants, super drôles. Je les conseille. Bon là, on est très triste aujourd'hui parce que notre canne, ça fait 2 fois qu'elle se fait bouffer tous ses œufs. Ils disparaissent, on sait pas où ils vont. Elle était en train de couver, la pauvre. C'est un peu triste. Mais voilà. Donc ça, c'est les canards. On a aussi des canards barbaries. Là, on les élève plutôt pour la viande. Donc on va normalement aussi, j'espère, avoir des canetons. Et donc là, c'est plutôt pour manger. On a des lapins. On a des lapins gris de Touraine, parce qu'on essaye aussi de faire de la préservation de races anciennes. On a des poules pour les œufs, que je ne mets plus au jardin parce que c'est un saccage à chaque fois, donc j'ai arrêté ça. On a un chien qui monte la garde, mais là on l'a enfermé pour pas qu'il monte la garde pendant les vidéos. On a un chat et voilà. Et pour le petit élevage, voilà quoi, on mange des lapins, on mange des canards, on mange des œufs. Et aussi avec mes parents, on a des moutons des moutons d'Ouessant pour entretenir et les agneaux, bon, on peut pas tous les garder donc on les mange aussi. Moi avec ma famille on n'est pas végétarien, on est plutôt ce qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire que déjà on mange plutôt de la viande, bah, d'ailleurs on mange que de la viande où on sait d'où elle vient et comment elle a été élevée, etc. Et après, voilà, on tend plus vers l'élevage. Alors ça peut choquer certaines personnes de manger du lapin, mais en même temps, c'est un élevage qui est plutôt facile et aussi ça permet d'avoir une viande qui apporte beaucoup de choses au niveau protéines, etc. et qui n'est pas trop grasse, etc. Voilà. Donc ça c'est pour l'élevage. Et puis aussi très important, l'élevage, ce qui est bien, c'est qu'on ramasse tout ce qui est caca, tout ce qui est fumier, et ça m'est utile tout le temps au jardin. Donc c'est très important, je trouve, d'avoir cette osmose avec l'animal. Sais-tu combien tu as récolté de kilos de plantes en une année? Oui, je sais, en sec. J'en suis à peu près à une cinquantaine de kilos et c'est pas suffisant. Il faudrait vraiment que j'aille vers 100 kilos de plantes par an. Ça serait beaucoup mieux pour pouvoir m'en sortir et pour répondre à la demande qui est grandissante. Voilà. Donc pour l'instant, je suis à une cinquantaine de kilos. Cette année, j'espère vraiment doubler ça. Pour la serre, faut-il prévoir une grande surface? Alors ça, j'ai envie de dire, ça dépend de la serre que tu as. Moi, j'ai une serre tunnel qui m'a été offerte par mon beau-frère.
Et du coup, et ma belle-sœur. Et oui, et donc cette serre, c'est une serre maraîchère qui est assez grande, donc oui, on avait de l'espace. Nous, on l'a mis à l'abri derrière un mur aussi parce que c'est pas très beau et on l'a plutôt caché. Oui, il faut de l'espace. Après, tu peux avoir une petite serre juste pour le semis, mais plus la serre va être grande, plus ça va être facile en fait de cultiver à l'intérieur parce que l'air va passer, ça va se réguler mieux. Voilà. Et puis dans la serre, j'ai des châssis aussi qui me permettent de faire des semis. Ça les tient plus au chaud que si j'avais des semis directs dans la serre, quoi. Châssis qui ont été construits par Gaël. Ce qui est important aussi quand on s'installe en agriculture, c'est de pouvoir être autodidacte sur beaucoup de choses. Moi, j'ai la chance, là, par exemple, d'avoir Gaël qui sait faire beaucoup de bricolage. C'est vrai que moi, toute seule, je sais pas trop bricoler et ça, c'est un handicap. Si on peut savoir se débrouiller sur beaucoup de choses comme ça apporte quand même parce que, en fait, sinon, il faut toujours acheter, c'est des dépenses et c'est compliqué de toujours dépenser quand on a un petit revenu. Je reviens aux questions. Alors, il y en a beaucoup, dis donc, hein. Je suis ravie en tout cas que vous soyez aussi nombreux à me poser des questions. Penses-tu qu'au départ de l'activité, on peut envisager mi-temps dans son boulot actuel et commencer l'activité? Oui. En fait, moi j'ai été en formation avec beaucoup de monde, alors du coup j'ai les retours de plein de gens. Il y en a plein hein, qui font ça, évidemment. On ne peut pas forcément se permettre de s'installer comme moi. Donc oui, on peut au début faire un mi-temps, je pense. Surtout que ça permet d'apprendre au fur et à mesure, on s'expérimente et puis quand on y va, au moins on part pas de zéro, quoi. On a commencé un petit peu. Donc oui, moi je conseille même de garder un mi-temps en fait. Ah, le chat qui va embarquer le micro. Ça va? Voilà. Donc ça c'est Milou, qui fait pas souvent des câlins, on a de la chance. Donc voilà pour le mi-temps. J'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a des mariages de plantes que tu préconises pour les cultures? Alors, moi, franchement, pour les mariages de plantes, j'ai marié les méditerranéennes ensemble parce que, voilà, dans ma tête, je me suis dit, comment elles poussent dans la nature, dans la garrigue, elles sont toutes ensemble. Enfin, j'ai des logiques plutôt de me dire comment elles auraient poussé en sauvage et voilà. Après, je fais pas trop de mariage de culture. Je mets les fleurs à l'endroit où elles poussent le mieux et les méditerranéennes à l'endroit où elles poussent le mieux, mais j'ai pas trop étudié les mariages de culture. Je suis pas trop là-dessus. Après, voilà, par contre, j'ai de l'aquilée qui pousse sauvagement, enfin naturellement dans mon terrain, et je sais que l'aquilée va aider les plantes méditerranéennes, notamment à avoir plus de goût, à se renforcer en huile essentielle et tout ça. Bon, c'est des choses que j'ai lues. Après, je pense que c'est vrai, mais comment éviter que certaines plantes noircissent au séchage? Eh ben, il faut avoir un bon séchoir. Il n'y a pas de secret. Euh, je sais que ça ressort souvent que le basilic noircit beaucoup. Euh, L'ail des ours aussi jaunit, enfin voilà. Mais le secret, c'est d'avoir un endroit pour sécher qui soit vraiment au top. Donc noir, sec. Moi, je conseille les placards en fait dans les maisons, avec un petit déshumificateur si la maison est trop humide. Mais si vous séchez autrement, oui, il y a des risques. Si vous séchez en bouquet, c'est pas terrible non plus. Enfin, moi, en tout cas, je trouve, il y a des producteurs qui sèchent en bouquet. Parce qu'au milieu, ça va plus noircir, ça va avoir plus tendance à noircir. Voilà, le secret, c'est juste d'avoir un bon local de séchage. Moi, c'est pour ça que j'arrive à avoir cette qualité. Je le sais, hein, c'était pour ça que j'ai tout axé sur ce séchoir, c'est que il faut vraiment avoir un super endroit pour sécher. Vous nous parlez un peu de vos produits. Ouais. Alors ok. Donc moi, je fais des infusions à la base, parce que c'est vrai que c'est ça qui me plaisait bien quand j'ai commencé. Donc je fais des mélanges de plantes. Je vends très peu de plantes, j'en vends aussi, mais je vends surtout des mélanges. Le premier mélange que j'ai créé, c'est celui qui plaît le plus, c'est Magie Bleue, qui a été baptisé par Mathilda de la Maison du Mochi, que je salue aussi. J'espère qu'elle est avec nous. Du coup, Magie Bleue, en fait, c'est une infusion que j'ai créée avec de la reine des prés, de la menthe poivrée, de la mauve mauritanienne et du bleuet. Et en fait, quand elle infuse, elle devient turquoise, donc ça plaît beaucoup ce petit effet. Et surtout, avec la menthe poivrée et la reine des prés, elle est hyper bonne. Voilà, donc ça, c'est un peu mon infusion phare. Mais après, j'ai une gamme qui est toujours la même. Donc j'ai Magie Bleue, Au Pays des Merveilles, Rencontre avec Morphée, et puis qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, après en fait les autres infusions c'est des infusions par saison. Donc voilà. Et puis aussi pour certaines personnes,
Par exemple, je travaille beaucoup en vrac. Donc là, je fais des créations sur mesure pour la maison du mochi. Je fais des créations pour la maison du mochi. Pour du coup pour l'épicerie minimaliste à Loche qui vend en vrac, je fais l'infusion du mois. Voilà, je fais aussi beaucoup de créations sur mesure, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Après, je fais des produits pour la cuisine parce que comme je le disais, ma passion c'est la cuisine. Donc moi je voulais vraiment que la plante soit au cœur de la cuisine, redonner un petit peu l'idée et l'envie de cuisiner les herbes aromatiques et les fleurs comestibles en cuisine parce qu'en fait on connaît les épices de plus en plus mais on connaît moins bien les herbes aromatiques. Donc j'ai créé plusieurs mélanges pour la cuisine. J'ai mélange pour les grillades, pour les marinades, l'herbe de Provence, pour les salades, à infuser dans les vinaigrettes. Voilà, le chat nous embête. Vous croyez que ça allait être le chien, c'est le chat. Voilà pour les produits. Donc j'ai une gamme pour la cuisine dans des pots en verre et en sachet craft pour les infusions. Et après, je peux aussi créer sur mesure suivant les demandes. Je distribue le plus possible local. Donc ça c'est très important pour moi. J'essaye d'avoir vraiment de pas trop tourner autour de mon rayon Lochois. Et du coup je vends en magasin de producteurs, en épicerie fine, donc épicerie minimaliste en vrac. Je travaille avec la maison du mochi, Terre et vous pourrez trouver mes produits à ce moment-là. Vous pouvez aller sur mon site internet, ils sont en ligne, hein, on les voit les produits. Pas tous mais une bonne partie. Donc déjà vous pouvez vous faire une idée de ma gamme. Voilà. Je reprends les questions. Sur combien de mètres carrés? Oui, je l'ai pas dit ça. Sur combien de mètres carrés je cultive. Alors, c'est un peu dur à dire parce que j'ai pas recalculé. Mais en gros, je suis en dessous de 1000 mètres carrés. Je suis en dessous de ça. Il n'y a pas besoin d'énormément de surface. En fait, ça dépend comment on cultive et ça dépend aussi le nombre de plantes sauvages qu'on va ramasser dans la nature. Et comme j'additionne les deux, forcément, j'ai pas besoin d'une énorme surface. Après, cette surface s'agrandit d'année en année parce qu'en fait, oui, on a quand même toujours besoin d'agrandir les lignes de thym, d'agrandir les lignes de fleurs, etc. Donc, ça s'agrandit. Que mets-tu pour améliorer ton sol et tes plantes? Alors, moi, je mets donc compost de fumier d'animaux, donc lapins, poules, etc. Canards. J'ajoute aussi du compost que je fais avec les herbes que je ramasse, les mauvaises herbes, enfin les adventices, on ne dit pas mauvaises herbes. Je mets un peu des feuilles, je mets aussi quoi, de la paille, du foin, voilà, de la pelouse, de la tonte de pelouse énormément. Voilà ce que je mets pour améliorer mon sol. Ensuite, avoir 20, 25, même en été, dans le séchoir, tu as un système. Ah oui. Oui, bah en fait, dans le séchoir, il fait 15 mètres carrés, donc quand j'allume mon déshumificateur, il arrive à chauffer, en fait. Oui, Milou! Il arrive à chauffer le séchoir, et du coup, en hiver, c'est comme ça que ça se chauffe. Après, en été, des fois, je suis montée un peu haut, mais il faut éviter, en fait, de dépasser les 38 degrés. Donc là, avec la canicule, oui, j'étais à 35 degrés facile, mais je suis pas montée au-dessus. Après, j'ai un toit qui sera végétalisé qui va permettre d'être encore en dessous. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Tac. Pensez-vous éventuellement à faire des huiles essentielles? Alors, ça non. Clairement non. Parce qu'en fait, bon, alors mon mari m'a offert une casserole pour distiller. Et donc, je le ferai pour moi. Parce que j'ai envie d'essayer, évidemment. On a toujours envie de tester les choses avec les plantes. Mais je le ferai pas parce qu'en fait, il faut vraiment beaucoup de plantes. Et moi, je suis pas dans l'optique non plus de faire vraiment des hectares de lavande. Ou, voilà, je veux vraiment rester sur une relation à ce métier qui soit à taille humaine, quoi. Je veux pas commencer à avoir un tracteur et tout ça, donc je veux pas faire des trop grosses quantités. Donc voilà. Tac. Est-ce que tu comptes écrire un livre de recettes? Ça c'est marrant parce que j'ai Gaëlle qui me demande ça, qui me dit qu'il faut que je le fasse. Non, je pense pas tout de suite. Enfin, peut-être que je le ferai un jour. Je peux pas dire non, on sait pas. Peut-être que j'aurai la chance d'avoir le temps et l'envie. Écrire, je sais pas si je sais écrire aussi. Ça, je sais pas. Après, je pense qu'un jour je pourrais le faire parce que c'est vrai qu'à force, je teste beaucoup de choses et je vois ce qui fonctionne et tout ça. Et comme je fais des ateliers cuisine, ouais, ça me donne envie, mais c'est pas. Voilà, pour l'instant, c'est pas à la page. On verra. Est-ce que tu comptes écrire un livre? Quelle tisane dynamisante pour le matin? Bah, pour le matin, moi je conseille de la menthe, du romarin. Qu'est-ce qu'on peut mettre?
Ouais, du thym, des plantes un peu toniques, c'est ça, quoi. De la menthe poivrée, c'est l'idéal. Bah, en fait, magie bleue, elle est pas mal pour le matin. Je la conseillerais pour le matin. Des conseils de plantes sauvages à accueillir dans la nature, comme l'ail des ours, par exemple. Alors, il y en a vraiment beaucoup. Moi, par contre, je peux vous dire ce que je ramasse. Donc, du coup, je récolte dans la nature de la reine des prés, de l'ail des ours. Pour moi, je ramasse parfois de la consoude. Je ramasse des feuilles d'arbres, donc noisetier. Je ramasse du houblon. Je vais en oublier plein. Mais là, voilà. Bon. J'arrive pas pour. Qu'est-ce que je ramasse d'autre dans la nature? Ah oui, bah bien sûr du sureau, de la fleur de sureau. Là, ça va être. J'attends avec impatience la saison. Le tilleul. Euh, Enfin, c'est pas vraiment dans la nature. Après, moi, je glane aussi beaucoup dans les jardins. Je glane des feuilles de figuier, des feuilles de cassis, voilà, des choses comme ça. Après, dans la nature, moi, ce que je conseille en ce moment de ramasser, c'est l'ortie, le plantain, le pissenlit. Je viens de faire du vin de pissenlit. Je vois qu'il y a plein de gens qui font de la confiture. En ce moment, on a le temps, là, alors on fait tous ces trucs-là. Et puis c'est trop bon en plus. Franchement, quand on découvre la cuisine de plantes sauvages, on est assez, en général, passionné vite parce que c'est pas seulement beau, c'est aussi délicieux, quoi. Voilà. Des conseils de plantes sauvages élus. Y a-t-il des plantes que l'on ne peut pas mélanger en infusion? Ou alors ça, est-ce que... Bah, c'est-à-dire que si on est sur des plantes qui vont être toniques, on va éviter de mettre à côté du houblon qui va te faire dormir. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais dire. Moi, je regarde un peu les vertus médicinales, mais je peux pas vraiment en parler. En fait, voilà, encore une fois, la législation ne l'autorise pas. C'est dommage. Donc, du coup, même si j'y suis attentive et que j'ai cette connaissance, forcément, puisque je m'intéresse aux plantes médicinales, je le mets pas en avant. Mais évidemment, dans tous mes mélanges et tout ça, il y a quand même, il y a une réflexion derrière. Y a-t-il des plantes que l'on ne peut pas... Hop. Bonjour Juliette, peux-tu nous parler un peu réglementation s'il te plaît? Ben, j'étais en train de le dire, ça tombe bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, ce que je peux vous dire au niveau de la réglementation, c'est qu'on a un sénateur, alors j'arrive jamais à me souvenir de son nom, mais il est breton en tout cas, et il essaye vraiment de faire changer les lignes, j'espère qu'il va y arriver. On est un des seuls pays, je crois, dans le monde et en Europe à ne pas autoriser ce métier d'herboriste. Donc c'est dommage. J'espère que ça va bouger. Après, la réglementation, c'est si tu vends des plantes, bah tu parles pas de leurs bienfaits, voilà. Enfin, si on raccourcit les choses, en fait, on n'a pas le droit. Voilà. Je sais pas ce que je peux dire de plus, mais encore une fois, si vous voulez vraiment, si vous avez vraiment des questions en phytothérapie et tout ça, bon déjà il y a des pharmaciens qui quand même sont ouverts là-dessus maintenant, heureusement. À Loche, on a de la chance, on a un pharmacien qui est très ouvert sur le sujet. Et voilà, moi je peux pas, en fait, j'ai pas le droit de conseiller des gens là-dessus. J'ai pas en plus du tout fait de formation sur ce point, donc je préfère pas m'évaporer là-dessus. En tout cas, je sais qu'il y a des super producteurs de plantes qui peuvent vous renseigner. Il y a des super bouquins de Coupland par exemple, etc. C'est voilà, il faut les lire, il faut se renseigner comme ça parce que pour l'instant on n'a pas le droit de vous en dire plus. Je prends encore chez vos plantes, oui, alors non, je fais pas moi la phytothérapie, aromathérapie, tout ça, c'est pas moi c'est pas ma partie. Je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est cuisine. Donc bienvenue au fait parce que j'ai vu que vous veniez d'arriver. C'est ce que je disais, hein, moi c'est ma partie à moi, je suis à fond sur le côté cuisine. Tout ce qui est médicinal, je l'ai dans la tête, je le connais, mais je communique pas là-dessus et voilà. Pour les feuilles de figuier ou de cassis, vous les ramassez en fin de saison ou jeune? Non, alors tout ce qui est feuilles, plutôt jeune. Enfin, on va éviter qu'elles fanent, qu'elles jaunissent. Plutôt jeune. Pour les vertus et tout ça, c'est mieux. Les feuilles de framboisier, pareil. Feuilles de fraises des bois, tout ça. Je les ramasse toujours tendres et bien vertes. Voilà. Ah oui, c'est Joël Labbé, le sénateur. Merci. J'arrive jamais à m'en souvenir. Et merci Joël Labbé pour tout ce que vous faites. As-tu des livres à nous recommander? Alors ça, c'est vraiment bête parce que je suis vraiment nulle en nom.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vous l'écrirai après en dessous des commentaires. Je vous donnerai plein de noms, plein de références. Il y a notamment un qui me vient en tête, mais ce qui est trop pénible, c'est que le nom de cette écrivaine enfin, elle est allemande ou hollandaise, et du coup, je n'arrive jamais à me souvenir de son nom. Mais c'est notre Bible à nous producteurs, donc je vous mettrai le lien vers ce livre qui est vraiment génial parce qu'en fait il prend toute l'explication de la culture des plantes et tout ça, c'est très approfondi. On sait combien de plantes fraîches pour tant de kilos secs. Enfin voilà, c'est vraiment un super bouquin. Et après j'ai plein de bouquins de cuisine autour des plantes, tout ça je vous en parlerai en commentaire si vous voulez. Donc, les livres. Où est-ce que tu approvisionnes en graines et en plantes? Alors moi, je travaille avec Biogerme, Germinance, un petit peu la ferme de Sainte-Marthe parfois. Et puis donc, du coup, pour les plants, je travaille avec Philippe Lepère, qui est pépiniériste à Beaumont-en-Véron. Beaumont-en-Véron. Oh là là, je me rappelle plus. Bref, il est pas loin de Chinon. Enfin, il est vers Tours, tout ça. Bref, c'est un super pépiniériste. La palette végétale, Philippe Lepère. Vous pouvez regarder. Oh là là, vous avez tellement de questions. Ça ne s'arrête plus. Je bois un coup. J'espère que vous allez bien. Et je suis contente de vous accueillir dans mon jardin. Ah, donc, peut-on vivre à l'année sur une terre agricole? Bah non, en fait, c'est compliqué, mais on peut trouver des solutions. Enfin bref, voilà. C'est toute une histoire. Une formation d'herboriste n'est donc pas nécessaire pour ton activité. En fait, je pense pas qu'elle est pas nécessaire. Je pense que si j'avais pu la faire et si j'avais le temps, j'en ferais une. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de producteurs qui en font après coup parce qu'on a besoin à un moment donné dans notre expérience voilà, d'avoir plus de connaissances sur tout ça. Franchement, j'ai pas le temps de faire une formation en plus en ce moment. Par contre, je me renseigne dans les bouquins à fond, je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui me forment, voilà. Des chaînes YouTube super sur les plantes qui vraiment apprennent beaucoup de choses. Et puis bah, à chaque fois que je fais, par exemple là je fais des podcasts pour maison et travaux et bah, quand je fais ces podcasts, je me renseigne à fond sur une plante, je travaille beaucoup avant donc voilà là j'apprends à ce moment-là. Je travaille avec France Bleu Touraine aussi où j'interviens une fois par mois sur des plantes donc c'est pareil là dans ces moments-là je me rencarde à fond. C'est dans ces trucs-là que je me renseigne quoi et puis quand j'installe une nouvelle plante sur mon terrain voilà, c'est comme ça que je fais ma formation d'herboriste. Après, c'est vrai que oui, peut-être que j'aurai le regret un jour de ne pas l'avoir fait, donc peut-être que je le ferai. Il y en a deux super, ça je le dis, parce qu'on me demande souvent. Il y a deux super formations d'herboriste, c'est à Lyon et en Bretagne. Je sais plus les noms. Je sais pas si Anna est en ligne, elle est en train de la faire en ce moment et du coup elle pourrait nous dire le nom. Mais voilà, c'est les deux formations en herboriste en herboristerie que je connais et que je conseille, mais que je n'ai pas fait moi. Comment je gère l'enherbement? Eh bien, l'enherbement, j'évolue chaque année. Moi, ça me déplaît pas de désherber en tout cas. Donc, du coup, bah, chaque printemps, je nettoie. Je nettoie à fond, à la binette, à la main, etc. Et puis bah, quand on le fait au bon moment, juste après une pluie et qu'après il pleut plus, bon, bah, en général, ça reste bien désherbé longtemps. Voilà, faut trouver les bons moments. Après, je paille. Je fais en sorte de faire des fausses semis voilà, pour semer sur une terre je sais pas si vous savez ce que c'est le concept de fausse semis. On fait comme si on allait semer, puis on laisse reposer pendant plusieurs semaines. Donc du coup, ça repousse, on réarrache, et puis bah là, après, normalement, on a bien nettoyé. Et puis bah là, je pense que l'année prochaine, ce que je vais essayer, c'est la technique de bâcher des surfaces, en fait, pour éviter que ça s'enherbe au début du printemps, pendant la fin de l'hiver. Voilà, mais c'est comme ça que je gère l'enherbement. Mais c'est vrai que je fais tout à la main. Enfin, je me suis pas forcément facilité la tâche, on va dire. Voilà. J'en étais où là? Oh là là. Mais vous avez trop de questions. Quel est le meilleur moment de la journée pour ramasser les plantes et les fleurs? Eh ben, tout simplement, déjà, on ramasse quand il fait très beau, quand voilà, le soleil a bien tapé sur la plante, les fleurs quand elles sont bien ouvertes. Euh, et en fait, on évite de ramasser par exemple après le lendemain d'une pluie. Parce qu'en fait,
pour qu'une herbe aromatique soit gorgée en huile essentielle, il faut qu'elles aient ce qu'on dit souffert. Il faut qu'elles aient vraiment puisé tout ce qu'elles pouvaient et ça leur donne plein d'énergie et plein de bonnes huiles essentielles. Donc on va les cueillir plutôt à un moment, pas juste après une pluie, quoi. Voilà, après, il y a des plantes, là, quand il y avait la canicule, la reine des prés, je l'ai ramassée à 6 heures du matin avec un woofer. Je m'en souviendrai longtemps de cette cueillette parce que je me rappelle, à 9 heures du matin, déjà, on avait trop chaud, quoi. C'était incroyable. Et donc voilà, là, c'était des conditions que j'aurais pas pu vous dire là maintenant. J'imaginais même pas que ça pouvait être comme ça, quoi. Pardon. Donc du coup, voilà, les plantes, on les ramasse plutôt quand elles vont donner toutes les bonnes huiles essentielles, c'est-à-dire en plein soleil et vraiment quand elles sont bien épanouies. Qu'est-ce que j'en étais où? Alors, pour quelle plante vous êtes autonome en graines? Bah en fait, je pensais être autonome en graines en mauve mauritanienne. Et puis je me suis aperçue d'un truc, et d'ailleurs c'est des producteurs qui me l'ont reconfirmé, c'est que les graines que je récoltais, comme ma mauve mauritanienne avait souvent la rouille, bah à chaque fois que je les ressème, elles ont encore la rouille. Donc du coup je les achète. Parce qu'en fait sinon je me retrouve toujours avec des plantes qui ont la rouille. D'ailleurs vous voyez, vous pouvez voir la mauve mauritanienne, elle est pleine de rouille, parce que ça c'est des graines que j'avais récupérées. Par contre, le souci, alors là, je suis complètement autonome en graines, c'est très difficile, c'est très facile à récupérer. Les légumes, j'essaye de plus en plus pour notre potager aussi. Là, j'ai laissé des radis. Voilà, en fait, j'essaye d'être autonome sur plein de plantes, mais c'est pas toujours facile. Donc, suivant comment ça fonctionne, je m'adapte et je rachète quand même à Germinance et le biogerme. Mais en même temps, c'est bien aussi de faire travailler les semenciers qui travaillent bien. Il y a Semaille aussi que j'ai pas cité. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je vais répondre encore à 2-3 questions. Je crois qu'on va se laisser. Surtout que vous allez me retrouver dans 2 lives. Je les annonce maintenant, comme ça sera fait pour pas oublier. Donc je serai le 9 avril à 17 h. Je serai en live sur Maison et Travaux pour vous parler vraiment, approfondir sur les infusions. Donc comment on fait une infusion, le séchage, etc. Et je vous parlerai aussi d'une petite recette à la fin. Et puis, je serai en live le 11 avril avec la Grange de Savoir-Faire, le matin à 10 h, où je vous parlerai de 2 recettes plutôt tournées vers Pâques, avec des plantes. Voilà, donc vous me retrouverez en live à ce moment-là. Je réponds encore à 2-3 questions. Comme je disais, fais-tu automatiquement du repiquage, une technique pour éviter ce que je suis sur la camomille aussi. Ah oui, alors la camomille, oui, le désherbage des camomilles, mais la barbe. Mais je l'ai fait au printemps, je l'ai fait à fond. Je sais que je devrais le refaire, mais bon, une fois que... Voilà, on le fait 2-3 fois par an. En même temps, c'est aussi notre métier, quoi. Il faut... Bon, il y a des moments un peu longs, comme ça, mais c'est plaisant aussi. C'est assez, comme disent les woofers, c'est méditatif de désherber et de trier les plantes. C'est des tâches qui sont très longues dans nos métiers, mais qui sont méditatifs et où on a le temps de réfléchir à la prochaine infusion qu'on va créer, etc. Il n'y a jamais de temps perdu. Voilà. J'ai vu la question, est-ce que tu as du temps pour toi? Oui, j'ai du temps pour moi parce que j'ai pas choisi cette vie pour ne pas en avoir. Donc j'ai du temps pour moi. J'ai du temps pour ma fille. J'essaye d'avoir du temps pour mon mari aussi. Qui est toujours derrière cette caméra à s'occuper de vous. Merci Gaël. Parce que j'aurais pas pu faire un live aussi parfait au niveau technique s'il n'avait pas été là. Et voilà, on a un mode de vie où on a essayé de tout centrer. On est toujours à la maison, hein, on voyage peu, mais c'est aussi l'idée de la vie qu'on a, c'était d'être autonome, d'être dans un cadre de vie super pour pouvoir pas avoir envie de partir en vacances en fait. Et puis voilà. Quelle chaîne YouTube sur les plantes je répondrai parce que moi je suis nulle en nom. Peux-tu développer l'histoire pour vivre sur Internet? Ben oui, mais c'est compliqué parce qu'en fait, il faut des dérogations, ça dépend d'où on se trouve, ça dépend, voilà. Je vais pas approfondir là-dessus. Si vraiment vous voulez en parler avec moi, on peut échanger des messages par mail. Quelle chaîne YouTube pour les plantes? Je répondrai. Utilisez-vous des engrais verts? Oui, parfois, j'utilise des engrais verts. Bon. Quel âge a ma fille? Bon, allez, je réponds à ça. Ça va être la dernière réponse, puis après j'arrête. La superficie minimum, je réponds brièvement quand même.
Je pense que si on n'a pas au moins 1000 mètres carrés, c'est compliqué. Et Lily va avoir 2 ans au mois de juin. Et notre petite puce, elle est chez sa tata qui s'en occupe. Je la salue avec son cousin et on a la chance d'habiter juste à côté et voilà d'avoir nos enfants qui grandissent ensemble. C'est aussi notre mode de vie, c'était aussi lié à ça, à une communauté familiale pour s'entraider et faire les choses ensemble. Voilà. Mes activités vont se tourner davantage vers la formation et les ateliers cuisine, je pense, à l'avenir. Pour l'instant, je peux pas développer trop ça parce que j'ai pas le temps de tout faire. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et c'était dans la tête depuis le début dans ce projet de vraiment développer le côté pédagogique, réapprendre l'alimentation, voilà, faire des choses tourner autour de ça. En tout cas, je suis super heureuse de faire ce métier. Je pense qu'il y a beaucoup de place pour tout le monde. Il y a une énorme demande. Je peux pas répondre à toutes les questions maintenant parce que ça fait déjà 1 heure que je parle et je suis fatiguée. On va bientôt arrêter. Mais en tout cas, si vous voulez faire ce métier, il y a beaucoup de formations possibles et voilà. On peut pas toujours répondre à vos questions, surtout en pleine saison, nous producteurs, parce qu'on n'est pas très dispo. C'est pour ça que j'ai fait ce live. J'espère que j'ai répondu le plus de questions possible. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner dans les bouquins que je vous conseillerais sur les chaînes YouTube et tout ça. Voilà, j'ai plus de voix de toute façon. Et puis je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci à Gaëlle d'avoir assuré la technique derrière. Et merci à vous tous de me soutenir à fond parce que vous êtes hyper nombreux. Je suis hyper heureuse de ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment autant de soutien dans ce métier. Et merci beaucoup encore à vous de partager, de me suivre. À bientôt. Ciao.